Faisons une petite analyse. Regardons deux pays qui faisaient tous les deux partie du bloc soviétique, mais qui ont suivi des trajectoires complètement différentes. D'abord, la Biélorussie. 9,1 millions d'habitants coincés entre la Russie et l'Union européenne. Un PIB par habitant de 8 317 $, une économie qui stagne depuis des années et 152e place au classement de la liberté économique. Et puis, il y a la Roumanie. 19 millions d'habitants, un PIB par habitant de 20 000 $ et une 51e place en liberté économique. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé là ? Surtout quand on se rappelle qu'en 1990, la Roumanie avait un PIB par habitant plus bas que celui de la Biélorussie. Revenons un instant en arrière, en 1990, pour comprendre ce qui s'est passé. Après l'effondrement de l'Union soviétique, la carte de l'Europe a été complètement bouleversée. Une multitude de nouveaux pays sont apparus. Et partout dans la région, les nations se sont lancées dans une course pour passer du communisme au capitalisme. Les économistes ont appelé ça la thérapie de choc. Et pour beaucoup, ça a vraiment été un choc. Zoomons d'abord sur la Roumanie. Leur transition a commencé avec un boom. Littéralement. Son dictateur, Nicolae Ceausescu, et son épouse ont été exécutés en direct à la télévision le jour de Noël 1989. Ce qui a suivi, c'est le chaos. Une inflation à plus de 250%, une industrie divisée par deux et de la corruption partout. Le Front du Salut National, composé en grande partie d'anciens technocrates communistes, promettait la démocratie, mais préférait des réformes lentes et prudentes. Résultat, les investisseurs étrangers sont restés à distance. La Biélorussie, elle, a connu une transition plus calme, du moins en apparence. Elle déclare son indépendance en 1991 sans effusion de sang. Mais la démocratie s'éteint très vite. Les usines s'effondrent, la production chute de 30%, la corruption gagne du terrain et l'inflation dépasse les 1000%. On peut donc le dire, les deux pays sont sortis de la chute de l'URSS en un sale état. En 1994, Alexander Loukachenko arrive au pouvoir en Biélorussie. Il se présente comme un outsider anti-corruption, promettant de mettre fin aux réformes économiques qui n'avaient apporté que des difficultés. Une fois élu, il ne perd pas de temps. Il dissout le Parlement, réécrit la Constitution et annule la plupart des réformes de marché. Résultat, une économie étroitement contrôlée. Les prix sont fixés, les industries restent publiques et l'État tire toutes les ficelles. L'inflation retombe, mais reste autour de 50% à la fin des années 1990. Le PIB progresse lentement, entre 2 et 4% par an, mais largement grâce au pétrole et au gaz russe bon marché. Malgré tout, la pauvreté recule et en surface, le pays semble à peu près stable. Pendant ce temps, la Roumanie suit une trajectoire complètement différente. Elle obtient le statut de candidate à l'UE en 1995 et de vraies réformes commencent un an plus tard sous le président Emil Constantinescu. Libéralisation des prix, privatisation massive, la totale de la thérapie de choc. Et ça fait mal. Le PIB par habitant plonge en 1997 et l'inflation dépasse les 150%. Mais le choc finit par payer. L'économie se stabilise et les investisseurs commencent à arriver, attirés par la nouvelle orientation pro-occidentale du pays. Avant de continuer de parler de la Roumanie et le Bélarus, prenons juste une petite minute pour remercier le sponsor d'aujourd'hui, UPDF. On le sait tous, gérer des PDF c'est souvent une galère. Mais avec UPDF 2.0, l'éditeur tout en un, ça devient enfin simple et franchement agréable. Avec UPDF, vous pouvez modifier absolument tout. Le texte, les images et même ces filigranes qui vous suivent partout. Vous pouvez les ajouter ou les retirer en quelques secondes. Il y a aussi UPDF AI, compatible avec GPT-5 et DeepSeek R1, qui peut résumer des documents interminables, traduire un PDF sans casser la mise en page et même lancer une recherche approfondie pour vous sortir les points clés avec les sources directement dans le fichier. Lire un PDF devient presque confortable. Mode épuré, protection des yeux, thème personnalisable et, si vous aimez annoter, vous avez tout ce qu'il vous faut. Surligner, souligner, ajouter des notes. Côté sécurité, vous êtes tranquille. Mot de passe, caviardage d'infos sensibles, signature numérique. Et pour organiser vos documents, tout se fait en quelques clics. Supprimer, réordonner ou insérer des pages. Et franchement, le meilleur dans tout ça, UPDF marche sur Mac, Windows, iOS et Android. Un seul compte, 4 appareils, mise à jour à vie. C'est rapide, sécurisé, 6 fois moins cher qu'Adobe et ça ne fait que s'améliorer. Ici à l'UE Simplifié, on manipule des PDF tous les jours et c'est vraiment un outil qui nous facilite la vie. Donc si vous en avez marre de vous battre avec vos PDF, allez jeter un coup d'œil à UPDF 2.0 via le lien en description. Offre limitée. Revenons à la vidéo. Au tournant des années 2000, le Bélarus était en difficulté. En 2000, le PIB par habitant comme les investissements étrangers avaient atteint des niveaux historiquement bas. L'économie, très étroitement contrôlée, commençait à montrer des fissures et l'élan du début des années 1990 avait complètement disparu. En parallèle, les discussions autour d'une union formelle avec la Russie refaisaient surface, promettant une intégration politique et économique plus poussée au sein de ce qu'on appelait alors l'État-Union russe. La Roumanie, elle, n'était pas vraiment en pleine forme non plus. Mais deux différences majeures existaient. D'abord, son économie était bien plus ouverte. Et ensuite, la Roumanie avait un objectif clair, rejoindre l'Union européenne. Cela impliquerait des réformes profondes, moderniser la justice, lutter contre la corruption, libéraliser les marchés et mettre le pays aux normes de l'UE.
Et dès 2004, les résultats se faisaient sentir. La Roumanie commençait à fermer les chapitres de négociation avec Bruxelles et son économie décollait. Entre 2004 et 2008, la croissance tournait autour de 8% par an. L'inflation se calmait, la confiance revenait et en 2007, la Roumanie rejoignait officiellement l'UE, atteignant plus de 11% de croissance cette année-là et a atteint des niveaux records d'investissement étrangers. Le Bélarus a bien connu, lui aussi, un léger sursaut à cette période, mais surtout grâce aux subventions russes sur l'énergie à bas prix. Et puis, la crise financière mondiale est arrivée. La crise de 2008, déclenchée par l'effondrement du marché immobilier américain, a frappé la Roumanie de plein fouet. Le PIB s'est contracté de 5,5% en 2009, puis encore de 3,9% en 2010. Le chômage a grimpé, la dette publique a explosé et d'innombrables foyers ont vu leurs difficultés économiques s'aggraver. Pour aider, l'Union européenne a accordé à la Roumanie près de 20 milliards d'euros en 2009. L'objectif était de financer de grands projets d'infrastructure et de développement pour amortir la chute. Et ça a marché. Dès 2011, l'économie repartait. Le PIB progressait de 4,5%, les investissements étrangers revenaient et les exportations repartaient à la hausse. La confiance était de retour, ouvrant la voie à une nouvelle phase de croissance qui allait propulser la Roumanie tout au long des années 2010. Le Bélarus, pendant ce temps, s'enfonçait. En mai 2011, le gouvernement dévaluait le rouble de 36%, déclenchant une crise monétaire brutale. Puis, la Russie a envahi la Crimée. Et comme les économies russes et bélorussiennes étaient étroitement liées, le Bélarus s'est retrouvé entraîné dans cette tourmente. La dévaluation a durement frappé les citoyens. Des épargnes qui ont été complètement dévaluées, une confiance qui s'est effondrée et le pouvoir d'achat amputé. Contrairement à la Roumanie, il n'y a pas eu de retour massif des investissements étrangers. L'économie est restée fortement dépendante des subventions russes sur l'énergie, la rendant extrêmement vulnérable aux chocs extérieurs. Avançons maintenant jusqu'en 2025. La Roumanie est en pleine réussite. Son PIB par habitant a plus que doublé depuis le début des années 2000, dépassant aujourd'hui les 20 000 $, tandis que le Bélarus stagne autour de 8 000 $. Les conditions sociales racontent la même histoire. Le revenu médian mensuel tourne autour de 1 850 $ en Roumanie, contre 1 000 $ au Bélarus. Politiquement, l'adhésion à l'Union européenne a été profondément transformante pour la Roumanie. La supervision de Bruxelles a poussé des réformes, réduit progressivement la corruption et renforcé l'influence du pays au sein de l'Europe. La politique intérieure reste parfois chaotique, bien sûr, mais le Bélarus fait face à une réalité bien plus dure. Ces dernières années, les pays alignés sur la Russie ont globalement traversé une période difficile, surtout en comparaison avec les démocraties pro-européennes. Mais alors, comment ce miracle de l'Europe de l'Est a-t-il réellement eu lieu ? Beaucoup de facteurs se sont combinés, mais le plus important, l'alignement avec l'Occident, et en particulier avec l'Union européenne. Quand des pays comme la Pologne, la Roumanie ou la Hongrie ont commencé à se tourner vers l'adhésion à l'UE, tout a changé. Sur le plan politique, ils devaient répondre aux critères de Copenhague, c'est-à-dire renforcer la démocratie, l'état de droit et mettre en place des politiques anti-corruption. Sur le plan économique, ils ont adopté des systèmes de marché à l'occidental, ouvrant leur commerce et leur concurrence. Il y avait aussi le marché unique européen. Au lieu de commencer principalement dans l'ancien bloc soviétique, ces pays ont soudain eu accès à plus de 500 millions de consommateurs à travers l'Europe. Autant dire que cela les a rendus extrêmement attractifs pour les investisseurs. L'argent étranger a augmenté, non seulement depuis le secteur privé, mais aussi depuis l'Union européenne elle-même. Grâce aux fonds structurels et de cohésion, des milliards d'euros ont été investis dans les autoroutes, les aéroports et les infrastructures modernes. Rien que la Pologne a reçu plus de 100 milliards d'euros entre 2007 et 2020. Les niveaux de corruption se sont également améliorés. La Roumanie, par exemple, obtient aujourd'hui 45 sur 100 contre 33 pour le Bélarus. Alors oui, ce n'est pas parfait, mais c'est une évolution claire dans la bonne direction. Et puis, l'adhésion à l'OTAN et l'alignement avec les États-Unis ont donné une confiance supplémentaire aux investisseurs. Des pays comme la Roumanie n'étaient pas seulement ouverts aux affaires, ils étaient devenus des endroits stables et sûrs pour construire l'avenir. Et à titre personnel, je trouve que les résultats de ces réformes sont assez convaincantes. Mais attention, la Roumanie n'est pas parfaite, loin de là. Environ un Roumain sur 4, soit près de 24% de la population, reste exposé au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. C'est l'un des taux les plus élevés de toute l'Union européenne. Les inégalités de revenus posent également un vrai problème. Les 20% les plus riches gagnent environ 7 fois plus que les 20% les plus pauvres, ce qui place la Roumanie parmi les pays les plus inégalitaires de l'UE. Et la perception de la corruption reste élevée par rapport à l'Europe occidentale. Donc oui, la Roumanie a fait un immense chemin. Mais elle reste encore l'un des États membres les plus fragiles lorsqu'on parle de pauvreté, d'inégalité et de gouvernance. Et ça c'est essentiel, même avec tous ces défis, la Roumanie reste à des années-lumière devant le Bélarus. Son économie est solide, sa population plus libre et ses institutions bien mieux intégrées à l'Occident. En résumé, la Roumanie a ses difficultés dans l'UE, mais face au Bélarus, hors UE, elle est largement devant. Maintenant, prenons un peu de recul et regardons l'ensemble de l'Europe de l'Est. On va tracer ça sur un graphique. Des pays comme la Pologne, la Tchéquie ou l'Estonie sont allés encore plus loin. Et la véritable vedette, la Pologne. Son économie est en plein essor. La modernisation s'accélère et ses infrastructures, ses forces armées et ses institutions se renforcent année après année.
C'est un exemple clair de ce qui arrive quand les réformes prennent et que les investissements continuent d'affluer. La Pologne a même franchi récemment le cap symbolique des 1000 milliards de dollars de PIB, un moment historique pour l'Europe de l'Est. Bravo la Pologne! Alors oui, elle n'est pas encore au niveau de la France ou de l'Allemagne, mais la direction est limpide. Elle est en train de rattraper son retard, et rapidement. Et voici mon opinion. Quand les pays de l'Europe de l'Est vont bien, c'est toute l'Europe qui va bien. Investir dans l'Est n'a jamais été un acte de charité. C'est un investissement stratégique. Voyez ça comme ceci. Si les banlieues deviennent plus riches, les banlieues en profitent. Oui, mais Paris en profite aussi. Tous les Français comprennent qu'investir dans les régions moins développées fait grandir le pays entier. La seule différence entre cette logique au niveau national et au niveau européen, c'est l'échelle et l'état d'esprit. La logique, elle, est strictement la même, parce que la prospérité se diffuse. Une Roumanie plus riche ne profite pas qu'aux Roumains. Elle crée de la demande pour les machines allemandes, le design italien, les services français ou la logistique néerlandaise. Quand les revenus augmentent à l'Est, cela renforce les industries, les exportations et l'emploi dans toute l'UE. Plus nous progressons ensemble, plus nous devenons compétitifs et résilients. C'est pour cela que les fonds de cohésion et l'emprunt commun comptent autant. Ils modernisent les économies, améliorent les infrastructures et réduisent l'écart Est-Ouest, rendant l'Europe plus productive et plus dynamique. Il y a aussi l'aspect géopolitique. Soutenir l'Europe de l'Est, c'est garder des millions de citoyens alignés sur le projet européen dans notre sphère plutôt que celle d'un autre, comme par exemple la Russie ou la Chine. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à investir dans l'Est de l'Europe pour rendre l'Union tout entière plus forte ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!